Madame, Monsieur, bonsoir. Ce qui devait être une simple rencontre de travail s'est transformé en scène de chaos diplomatique, un coup de froid transatlantique et un réveil stratégique pour l'Europe. Retour sur 48 heures qui pourrait reconfigurer la guerre en Ukraine et plus encore. Acte 1. Vendredi, Zelensky débarque à Washington, persuadé de consolider le soutien américain, mais face à lui, Donald Trump dégoupille. Il accuse Kiev d'avoir provoqué la guerre, traite Zelensky de dictateur et conditionne l'aide américaine à la signature d'un accord minier sur les ressources ukrainiennes. Zelensky refuse net, Trump explose, l'expulse purement et simplement, ainsi que sa délégation de la Maison-Blanche. Une scène, je dirais, surréaliste. Acte 2. Quelques heures plus tard, changement de décor, Zelensky atterrit à Londres où il est accueilli en héros par le Premier ministre Starmer, même par le roi Charles. Un sommet express s'organise pour que l'Europe affiche son unité derrière l'Ukraine et annonce ainsi un double front, renforcer l'aide militaire et lancer un plan massif de réarmement européen. La France et le Royaume-Uni vont encore plus loin. Ils proposent un cessez-le-feu encadré par une force européenne avec un engagement militaire direct si nécessaire. Mais ce plan exclut Moscou des négociations de sécurité. Du coup, Poutine fulmine. Malgré ces démonstrations européennes, force est de constater, c'est une vérité crue qui s'impose aujourd'hui. Sans l'Amérique, l'Ukraine reste vulnérable. Et pour sauver ce qui peut l'être encore, Zelensky rouvre à nouveau la porte à l'accord minier exigé par Trump, espérant ainsi acheter son soutien. Pendant ce temps, Moscou savoure et dans l'ombre, un autre jeu se trame. Des pourparlers directs entre Trump et Poutine sont sur la table, mais sans l'Ukraine et sans l'Europe, la question brûlante, quel intérêt pour Washington de tourner le dos à ses alliés historiques pour se rapprocher de Moscou? Réponse en compagnie de nos invités ce soir. Tout d'abord en plateau, le consultant en communication politique et affaires publiques, Amin Karraj. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau. Bonsoir Madame Ihsan et merci de m'avoir invité. Merci à vous également et Ramadan Moubarak. Ramadan Moubarak à vous aussi et à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et se joint à nous depuis Abu Dhabi le professeur d'études stratégiques au Collège de Défense, Dr Mohamed Badil Yatewi. Bonsoir et bienvenue à vous aussi ce soir dans Question d'actu et Ramadan Moubarak à vous également. Merci à vous, bonsoir les Barakfik, bonsoir à toutes et tous et Ramadan Moubarak à tout le monde. Alors, messieurs, le dernier tweet, ou en tout cas la dernière déclaration de Zelensky sur X, je le cite, « Ce dont nous avons besoin, c'est de la paix, pas d'une guerre sans fin. C'est pourquoi nous affirmons que les garanties de sécurité sont la clé pour y parvenir. » Avec cette nouvelle ligne politique de Donald Trump concernant la sécurité de l'Ukraine, est-ce que cette paix est toujours possible, messieurs? Mohamed Badil Yatewi, je commencerai par vous. Alors, ça dépend de quelle paix on parle, en fait. Tout dépend de quelle paix on parle. Si on parle de la paix telle que Donald Trump et Vladimir Poutine semblent la considérer, c'est-à-dire avec l'amputation de 20% du territoire ukrainien et 50% des terres rares ukrainiennes qui seront administrées par les Américains, là, oui. Si on parle de la paix comme les Ukrainiens et comme les Européens la souhaitaient, c'est-à-dire déjà avec une victoire militaire et ensuite la possibilité d'imposer certaines choses à Poutine, on en est bien loin. En fait, Donald Trump cherche à imposer la paix telle qu'il l'a conçue et pensée pendant sa campagne électorale. Et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais il fait aussi beaucoup de politique intérieure dans sa façon de s'exprimer depuis qu'il est élu, mais aussi dans la façon qu'il a eu de recevoir, lui et son vice-président, J.D. Vance, de recevoir Vladimir Zelensky. Ils ont fait beaucoup de politique intérieure, l'un en vue de l'élection. C'est une réussite. Est-ce que, bon, alors si c'est destiné à une consommation finalement intérieure, est-ce que pour vous c'est une opération de communication réussie pour Donald Trump et son administration? En termes de politique intérieure, je pense qu'il y avait une bonne répartition des rôles entre les deux flics, Trump et Vance. Trump jouait les élections de mi-mandat pour garder sa majorité au Congrès, et Vance, lui, jouait, après son fameux discours à Munich où il avait choqué les Européens, là, il a choqué Zelensky, et en fait, il joue sa propre carte pour les élections présidentielles dans 4 ans, pour être le leader républicain. Et je pense que là, ils ont très bien réussi leur coup en disant, vous ne remerciez pas, vous n'avez pas encore remercié les États-Unis depuis tout à l'heure, vous devriez vous rendre compte de la chance que vous avez d'avoir eu notre soutien pendant tant d'années. Et en fait, l'histoire des terres rares, c'est aussi se faire rembourser et dire aux Américains, ne vous inquiétez pas, on va récupérer l'argent que Biden a mal dépensé, entre guillemets, depuis 3 ans. Donc, d'un point de vue de communication
politique interne aux États-Unis, c'est très bien réussi. Si on parle en revanche de communication politique à l'échelle internationale, c'est beaucoup plus discutable puisque la nature même des États-Unis comme premier partenaire et premier allié même des Européens est battue en brèche. Et aujourd'hui, l'Europe a-t-elle, Amin Khalkhash, l'Europe a-t-elle les moyens de garantir seule la sécurité de Kiev, sans l'appui américain? Alors, je crois que sur le plan stratégique, dans le cadre du conflit entre la Russie et l'Ukraine, l'appui militaire européen, même s'ils augmentent leur financement au cours des prochains mois et au cours des prochaines années, est définitivement pas suffisant pour garantir la sécurité de l'Ukraine et de l'Europe. C'est que l'appui stratégique des États-Unis est essentiel, que ce soit en termes d'équipement militaire, en termes de flux, de volume d'équipement militaire qui est acheminé vers l'Ukraine, mais aussi sur le plan des renseignements stratégiques qui permettent aux Ukrainiens, à l'armée ukrainienne, de mieux comprendre et anticiper la situation sur le terrain. Donc, définitivement, l'Europe est dans une situation de dépendance militaire vis-à-vis des États-Unis. Et la capacité de l'Europe à construire son autonomie stratégique, à construire une politique de défense commune, est toujours rude et vraiment mise à rude épreuve, parce que la gouvernance de l'Union européenne rend très difficile l'adoption de règles fiscales qui permettent de lever des fonds pour financer une défense commune. Alors, il y a quelques acteurs clés de l'Union européenne qui commencent à se mobiliser, et on l'a vu, par exemple, à travers la dernière élection en Allemagne, où le parti CDU-CSU a en partie fait campagne sur la promesse de mobiliser une défense européenne commune, et sa capacité en fait à lever les freins à l'endettement public pour financer sa propre défense va être décisif. Ça prendrait combien de temps pour que l'Europe se réarme? Parce que c'est là la question qui est aujourd'hui sur la table. Ça prendra des années. Ce n'est pas une question de mois. Je veux dire, même si l'Europe augmente son financement, même si elle augmente sa contribution à l'OTAN, elle n'égalera jamais sur le court terme les capacités militaires des États-Unis. Donc oui, c'est pour ça que l'Europe tient absolument à avoir les garanties de sécurité militaire de Trump, parce que sans cette garantie, il n'y aura aucune incitation pour Poutine à négocier et à en fait freiner ses actions. Alors justement, pour revenir à cette proposition franco-anglaise, franco-britannique, un cessez-le-feu encadré par une force européenne avec un engagement militaire direct si nécessaire, tout en excluant bien sûr Moscou des négociations de sécurité. Que signifie cela concrètement sur le terrain? Est-ce que ça veut dire qu'on va envoyer des troupes européennes pour assurer le maintien d'un cessez-le-feu? C'est cela? Alors, l'objectif de l'Union européenne est de mobiliser des troupes pour dissuader Poutine. Mais encore une fois, cette capacité de dissuasion est limitée et affaiblie sans les garanties de sécurité américaines. La question qui se pose, c'est pourquoi les États-Unis hésitent ou à franchir le pas en accordant ces garanties de sécurité. Je crois que ça soulève beaucoup de questions sur la nature du lien transatlantique, sur le changement des relations stratégiques entre les États-Unis et l'Union européenne. Et ça pose in fine la question, est-ce que M. Trump est en train de réellement remettre en cause l'ordre libéral mondial que les États-Unis ont construit au cours des 80 dernières années? Il faut le rappeler, les États-Unis ont construit les institutions multilatérales dont l'OTAN sur laquelle s'appuie l'ordre international aujourd'hui. En parlant de l'OTAN, alors c'est l'élargissement de l'OTAN qui a indirectement provoqué l'agression russe sur le voisin ukrainien, Mohamed Badiliati. Oui, pourquoi remettre cela au goût du jour? Pourquoi l'Ukraine propose, ou en l'occurrence pas par la voix de son chef, du chef de l'État, d'inclure son pays dans l'organisation transatlantique? Et est-ce que cela ne risquerait pas de mettre encore plus d'huile sur le feu dans cette situation dont on ne voit pas d'issue? Alors, il est évident que pour Vladimir Zelensky, si l'Ukraine avait fait partie de l'OTAN il y a très longtemps, on ne serait pas dans la situation dans laquelle il est, lui et son pays actuellement. Et donc le fait de remettre ça sur le tapis, il sait très bien que Donald Trump ne voudra pas cet élargissement à l'OTAN. De nombreux pays européens ne souhaitent pas élargir l'OTAN à l'Ukraine, parce qu'ils savent ça engendrerait bien évidemment des tensions beaucoup plus fortes encore, celles qui existent aujourd'hui avec Vladimir Poutine, puisque pour les Russes, c'est vraiment inacceptable. Et c'est toutes ces discussions depuis maintenant plus de 25 ans sur l'adhésion ou non de l'Ukraine à l'OTAN qui ont créé toutes ces tensions.
côté russe, puisque pour eux c'est inacceptable. Déjà le fait d'avoir autant de pays d'Europe de l'Est qui ont adhéré à l'OTAN durant les 20 dernières années, c'est quelque chose qui est difficilement acceptable et qui est resté en travers de la gorge des Russes. Mais là, l'Ukraine, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et c'était l'un des arguments de Vladimir Poutine au moment de déclencher la guerre en février 2022. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, il est certain qu'il y aura un veto américain et un veto d'autres pays aussi, mais il y aura un veto américain qui empêchera l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN. L'autre question qui se pose, c'est quelle OTAN? On se souvient qu'Emmanuel Macron, il y a plusieurs années, avait parlé d'une OTAN en état de mort cérébrale. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, beaucoup de temps après, pour d'autres raisons et dans un autre contexte, l'OTAN est réellement en état de mort cérébrale, puisque les garanties de sécurité qui sont offertes par les Américains depuis 1945 sont en train de vaciller. L'OTAN, qui a été créée en 1949, qui est une organisation, une alliance qui reposait sur des valeurs, on voit que les valeurs commencent sérieusement à différer entre Washington et les Européens. Même l'alliance historique... Est-ce que c'est vraiment un changement de valeur? Là, vous mettez le doigt sur quelque chose qui est central, ça a été évoqué aussi par Amir Khalkhash. Est-ce qu'il y a vraiment un revirement de la politique étrangère américaine ou c'est des leviers de négociation d'un certain Trump dont on connaît les talents de négociateur, enfin les talents? Il en a fait preuve. Il a fait preuve de bons talents de négociateur, il faut le dire, lors de son premier mandat du moins. En fait, Donald Trump est en train de mettre des mots très clairs sur ce qui arrive depuis Obama. C'est-à-dire que Obama a essayé de faire le pivot vers l'Asie en disant finalement l'Europe c'est plus du tout notre priorité, mais il le faisait de façon élégante. Biden, bon, a eu le conflit ukrainien à gérer. Donald Trump, lors de son premier mandat, il y avait un peu de mépris vis-à-vis des Européens, mais ça allait. Et là, on a vu le discours de Vance à Munich, il y a clairement un changement de valeur. C'est-à-dire que Donald Trump décide qu'en fait, il préfère négocier avec des gens qui ont des valeurs différentes des valeurs libérales américaines. Lui-même, d'un point de vue intérieur, il y a beaucoup de discussions qui sont en train de se mettre en place et de débats au sein de l'élite politique, intellectuelle américaine pour savoir si ce deuxième mandat Trump et cette concentration des pouvoirs telle qu'il la souhaite, mais telle que la Constitution américaine ne la lui permet pas, ne va pas engendrer un nouveau type de régime. Et Vance est sur cette ligne-là. Donc imaginez si on a Trump 4 ans et Vance 8 ans. Là, je pense que les États-Unis tels qu'on les connaît intérieurement et en matière de politique étrangère vont clairement changer. Et on voit que les valeurs qui sont partagées historiquement depuis 1945 par les États-Unis et les Européens, c'est-à-dire la promotion d'un ordre libéral, la promotion des droits de l'homme, etc., ne sont plus du tout au centre de la politique américaine. Le fait, par exemple, d'avoir complètement éliminé USAID des radars est un très très bon exemple du point de vue de la politique étrangère. C'est un instrument, c'est au-delà d'un instrument, c'est un instrument qui a une valeur symbolique très très forte et qui pesait beaucoup. Mais là, vraiment, je pense qu'on est face à un moment historique et le fait que les Allemands acceptent de discuter d'un parapluie nucléaire européen sous l'égide de la France, juste d'en discuter. Le tabou a été levé et je pense qu'on l'avait jamais vu parce que tout le monde a conscience en Europe qu'un fossé est en train de se creuser entre les deux rives de l'Atlantique. Et cela est aussi le constat des deux rives, j'ai envie de dire, de la classe politique américaine. Il y a même un démocrate, Chris Murphy, qui a déclaré hier à nos confrères de CNN que la Maison-Blanche était devenue, je cite, un bras du Kremlin. Bon, il a un peu poussé quand même la métaphore, mais on voit quand même qu'il y a un rapprochement, même s'ils ne se sont pas encore rencontrés, à part une rencontre à Riyad entre des officiels américains et russes, mais il n'y a pas eu de rencontre entre les deux chefs d'État, Donald Trump et Vladimir Poutine. Mais en tout cas, quel est l'intérêt derrière ce rapprochement? Parce qu'avant tout, c'est une question d'intérêt. Pourquoi Trump se rapproche-t-il de Poutine? Alors, je crois que le rapprochement entre Trump et Poutine s'inscrit justement dans la rupture de l'ordre international tel qu'il a été établi par les États-Unis. Parce que finalement, ce que Trump est en train de mettre en place, c'est une politique internationale où chacune des trois puissances, c'est-à-dire les États-Unis, la Chine et la Russie, se concentre sur sa sphère de domination continentale. Donc c'est pour ça que Trump parle d'annexer le canal de Panama, parle d'annexer le Canada. Ce ne sont pas juste des slogans et des paroles en l'air. En fait, ça incarne sur le plan pratique le concept de America First. Parce que America First a été mal compris par beaucoup de commentateurs, dans le sens où on l'a interprété comme étant un désengagement
militaire des États-Unis. En fait, c'est un désengagement dans les zones que les États-Unis ne considèrent plus comme stratégiques ou que les États-Unis considèrent en dehors de leur périmètre d'influence. Mais par contre, ça permet aux États-Unis justement d'investir plus de ressources économiques et stratégiques pour dominer leur sphère continentale. Donc, c'est comme ça que Trump est en train de se représenter le monde. Et en fait, Trump est moins une cause qu'une représentation de cette rupture de l'ordre international où les institutions multilatérales jouent un rôle qui est moins important. C'est pour ça qu'un certain Elon Musk, qui s'occupe donc de gérer le budget de l'État américain, propose que les États-Unis, ou soutient que les États-Unis se retirent et des Nations Unies et de, exactement. Ça s'inscrit, et de l'OTAN. Absolument, ça s'inscrit dans le cadre de cette approche. Et plus que ça, on parle d'un nouvel ordre, mais moi je pense que c'est le retour à un ancien ordre. En fait, c'est l'ordre qui prévalait avant la Deuxième Guerre mondiale, où les grandes puissances interagissaient dans le cadre d'un équilibre qui était précaire et qui, en bout de ligne, a mené à la guerre. Donc, est-ce que c'est un homme de paix? Moi, je crois que c'est un homme qui essaie de s'adapter aux changements de son époque. Et je crois que les conditions de la guerre sont en train d'être réunies pour la raison très simple. C'est que la guerre, en fait, la façon de neutraliser la guerre, c'est la coopération internationale. Et tant qu'on neutralise et qu'on délégitime et qu'on sape la crédibilité des institutions comme l'OTAN, comme l'ONU, qui sont des institutions clés en termes de pacification, on met en place les conditions du prochain conflit mondial. Alors, juste pour rappeler quelques chiffres en parlant de l'OTAN, si les États-Unis venaient à se retirer de l'OTAN, bon, c'est juste une proposition, encore une fois, qui a été soutenue par Elon Musk, Mohamed Badiliati, oui, les membres européens de l'OTAN comptent au total 2 millions de soldats en service actif. La Turquie et la Pologne comptent le plus grand nombre de ces soldats. Les États-Unis comptent 1 300 000 soldats au sein de cette alliance atlantique. La Russie compte autant de soldats. Est-ce que l'OTAN survivrait à un retrait américain? L'OTAN aurait du mal et l'OTAN devrait se réadapter et se pose la question, si on revient à la question des valeurs, si on considère d'un point de vue européen que les Américains n'ont plus les mêmes valeurs, comment est-ce que les Européens pourraient rester dans une alliance avec la Turquie, dont ils ont dénoncé depuis plusieurs années le problème de valeur du régime du président Erdogan. Donc vous voyez, on est face à beaucoup de contradictions et beaucoup de chantiers. Après, pour revenir à votre question et la question du nombre de soldats, on sait que les Polonais ont fait des efforts considérables ces dernières années en investissant à la fois dans la formation de leur personnel militaire et aussi dans la création d'une industrie de défense polonaise. Les Français sont ceux qui maintiennent un certain niveau et bien évidemment possèdent l'arme nucléaire, la seule arme nucléaire réellement indépendante en Europe, contrairement à celle des Britanniques. Les Britanniques ont une armée de choix, mais au-delà de ça, si on met un petit peu l'Italie, peut-être un petit peu l'Espagne, on voit que les capacités sont limitées. Et la première question que vous avez posée à mon cher collègue, c'était de savoir combien de temps ça prendrait. Mais il faudrait au moins 10 ans d'investissement massif de la part des Européens, sachant qu'il y a les contraintes budgétaires de l'Union, du traité de Maastricht. Comment faire? C'est-à-dire que là, les 3% de déficit annuel devraient voler en éclats et on devrait avoir des investissements massifs sur 10 ans, une formation accélérée et puis aussi, c'est-à-dire que là, on est sur une question à la fois économique, financière, technologique et politique. C'est-à-dire comment faire accepter aussi à des populations européennes où on leur dit, vous avez comme en France 120% de dette par rapport au PIB, on doit faire des coupes sociales et en même temps, il va falloir augmenter le budget militaire et là, on va arroser les industries de défense. Donc, vous voyez qu'il y a un problème politique qui va se poser très, très vite au-delà du problème économique et technologique qui va être très difficile à mettre en place puisque les débats vont être assez forts et de l'autre côté, les Américains, eux, veulent vraiment donner la priorité à leur confrontation avec la Chine. Donc, en fait, ce qu'essaye de faire Donald Trump, et c'est pour ça qu'il sait que les Européens ont besoin de lui, même si ils essayent d'agir en rang uni, il sait très bien qu'en fait, la stratégie qu'il est en train de mettre en place, c'est celle que Nixon avait mis en place avec Kissinger à l'encontre de l'URSS. C'est-à-dire que les Soviétiques étaient l'opposant le plus important. Donc, il s'était allié à la Chine au début des années 70. Et bien là, il essaie de faire le contraire. C'est-à-dire que le plus gros, c'est la Chine. Il veut s'allier aux Russes pour affaiblir la Chine. Et Poutine se rend compte aussi qu'être entre les mains
des Chinois, ça lui pose aussi un certain nombre de problèmes. Donc c'est Surtout un qu'il jeu faut dire politique que les Chinois assez subtil. n'ont pas vraiment soutenu la Russie lors de ce conflit en Ukraine. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas montré un soutien indéfectible à l'allié russe. Donc, est-ce que c'est un hasard aussi que, eh bien, que un des territoires que propose Poutine pour l'exploitation minière, entre autres, se trouve justement à la frontière avec la Chine, Ah oui, ben ça que c'est sûr. propose à Trump, bien sûr, aux Mais Américains. bien sûr. Oui. Bah, on voit qu'il y a un jeu à 2 et à 3 même entre États-Unis, Chine et Russie qui se met en place. Et pour la Russie, c'est une très bonne nouvelle puisque la Russie a été marginalisée au début du conflit par les États-Unis et par les Occidentaux, en gros, États-Unis, Canada et Union européenne. Et aujourd'hui, Vladimir Poutine a réussi quelque part son pari, malgré toutes les problèmes qui ont été causés par cette guerre et les conséquences et l'affaiblissement quelque part de la Russie, son objectif, ça a toujours été d'être considéré comme un acteur central des relations internationales. C'est-à-dire que lui, il a toujours dit, moi, je ne discute pas avec Zelensky, je ne discute pas avec Macron, je ne discute pas avec comment, les dirigeants européens, Scholz ou quelqu'un d'autre. Moi, ce que je veux discuter avec le président américain Biden. Biden a toujours refusé. Donald Trump, très rapidement, parce qu'il a ses propres raisons dont on a parlé, l'accepte. Et pour Vladimir Poutine, c'est une très bonne nouvelle dans le sens où il peut dire à l'opinion publique russe, vous voyez, nous restons l'un des 3 grands pays au monde alors qu'ils ont le PIB de l'Espagne. Donc vous voyez, c'est toutes ces Oui. représentations géopolitiques qui sont assez, finalement assez personnelles et qui sont basées sur des perceptions parfois déformées de la réalité. Alors, en parlant de personnel et réalité aussi, il nous reste 2 minutes, près de 80 décrets en 40 jours seulement depuis son investiture, ce mandat de Donald Trump, ce second mandat de Donald Trump, atout de record historique. Voilà. Un commentaire, Amir Farkash. Alors effectivement, c'est un nombre historique de décrets et en fait cette stratégie de multiplication de décrets et d'annonces s'inscrit justement dans une approche, dans une stratégie de communication qui est en fait l'héritage d'un certain Steve Bannon, qui était un ancien conseiller de M. Trump lors de son premier mandat. C'est un personnage extrêmement sulfureux et controversé et qui a en quelque sorte inventé la doctrine de ce qu'il appelle flooded the zone, donc submerger les zones d'information. Et pourquoi il parle de submerger les zones d'information? Ça a en fait pour objectif d'atteindre 3 choses. Premièrement, ça permet de déstabiliser les démocrates en les forçant à être constamment dans la réaction, parce que quand vous devez réagir face à 20, 30 annonces, c'est impossible d'établir un plan. Vous êtes constamment en train de réfléchir à quelle annonce réagir, c'est quoi cette annonce, qu'est-ce qu'elle implique. Et deuxièmement, il profite aussi de la faiblesse stratégique des démocrates. Les démocrates n'ont pas de leader, n'ont pas de direction politique claire. Ça vise aussi en fait à affaiblir l'autre opposant que Steve Bannon considère comme étant le réel opposant, les médias. Donc ça force les médias. Les médias mainstream. Mainstream, exactement. Voilà, les médias mainstream. Et donc ça force les médias, parce que la capacité des médias à traiter, analyser l'information est évidemment limitée, elle l'est de plus en plus malheureusement. Donc ça vise en fait à inonder l'espace d'information en forçant les médias à seulement couvrir et à devenir finalement un canal de diffusion de Trump au lieu d'être un canal plus ou moins critique. Et finalement, ça a aussi pour objectif en fait, d'imposer les termes du débat, de centrer l'attention sur M. Trump. Le problème de cette stratégie, c'est quoi? C'est qu'avec la vitesse avec laquelle les décisions sont prises, premièrement, il y a un risque d'erreur qui devient évident. Il y a aussi le fait que ses propres alliés, en fait ses propres sénateurs et membres de la Chambre des représentants, sont pris au dépourvu. Et pour l'instant, ils critiquent en silence certaines des décisions, comme celle concernant l'USAID. Mais le problème, c'est que Trump n'est pas en train de fidéliser ses troupes pour les moments où ça va aller mal. Parce que pour le moment, ça va bien, il vient de gagner. Donc c'est facile pour lui de faire taire et de réduire au silence ses troupes. Mais le jour où son mandat ira moins bien, où les sondages iront moins bien, il n'aura pas réussi à fédérer ses troupes et à s'assurer de leur soutien quand ça ira mal. Donc c'est une stratégie qui peut se révéler contre-productive. Quand vous dites ses troupes, c'est plus politique, c'est-à-dire on va dire son matelas politique de républicain. Exactement, voilà. Donc il est en train de les frustrer, mais ils ne peuvent pas pour l'instant le critiquer publiquement vu sa puissance politique. Et finalement, on parle de stratégie d'inonder l'espace d'information, mais finalement, quel est le résultat de tout ça?
C'est ça la vraie question. Et les démocrates devraient être en mesure aujourd'hui de recentrer la discussion sur le mandat pour lequel Trump a été élu, c'est-à-dire rendre la vie plus abordable aux Américains. C'est sur ça que les démocrates devraient concentrer leur message et leur narratif. Surtout avec la hausse des tarifs et des droits de douane et leur impact sur le citoyen américain. Parce que Trump est en train de faire beaucoup de diversions avec sa stratégie, mais pour le moment, les Américains continuent de faire les frais d'une vie qui n'est pas abordable, de payer des prix excessifs pour le logement, et les démocrates devraient recentrer la discussion et l'attention sur les faiblesses de Trump. Un mot de la fin, Mohamed Badili Yatiwi, sur l'impact de cette nouvelle diplomatie américaine sur notre région. En quelques mots, je sais que ça mériterait une émission entière, mais on a omis de parler de ça et c'est très important. Écoutez, fragmentation mondiale, fragmentation régionale aussi, la nécessité pour tous les acteurs de notre région, que ce soit le Moyen-Orient ou bien l'Afrique du Nord, de se concerter, d'essayer de trouver des positions communes, puisqu'on voit que le président Trump a cette capacité à toujours surprendre. Et il vaut mieux anticiper les crises plutôt que d'avoir à les gérer. Et la grosse question, parmi tant d'autres, ça reste celle de Gaza. Et on voit qu'il y a une volonté de la part notamment des pays de la Ligue arabe d'essayer d'arriver à une position commune pour contrer la proposition de Trump dont on avait parlé dans cette émission de Riviera. Donc ça fait partie des nombreux dossiers qu'il va falloir traiter, mais c'est vrai que la présence de Donald Trump à la Maison-Blanche et sa volonté de bousculer l'ordre international n'a pas fini de poser problème, notamment à la région MENA. Et il va falloir s'adapter et sortir quelque part parfois de certaines querelles et certaines divisions. Merci beaucoup, Mohamed Badili Yatiwi. Nous allons certainement revenir à ce sujet lors de notre couverture spéciale du sommet de la Ligue arabe, justement, cette semaine. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et merci à vous également, Amine Khalkhash. Merci d'avoir enrichi ce débat ce soir. Merci à vous. Un épisode parmi d'autres, parce que je pense que nous sommes en plein dans cette saison depuis l'investiture de Donald Trump. Donc il y aura beaucoup d'épisodes qui vont certainement suivre, que nous allons certainement commenter pour vous avec grand plaisir. Très bonne soirée à tous.